Un tonnerre d'applaudissements pour Charles Maxence Layet. Une fois, il y a longtemps, je suis descendu dans la rue manifester. C'était le 15 février 2003, il y a à peu près 8238 jours, il y a 22 ans. À cette époque, l'édition française de Nexus babillait encore sa prime enfance. Nous étions plus de 100 000 à remplir les rues de Paris. Certains estiment que nous avons atteint les 250 000 personnes. L'atmosphère était joyeuse, fraternelle, et nous marchions en paix. Ces défilés festifs contre l'intervention de la coalition internationale en Irak ont rassemblé plusieurs millions de personnes à travers le monde, dans plus de 600 villes autour de la planète. Des adultes, des enfants se sont levés, mis en mouvement. Je l'ai vécu, et peut-être certains d'entre vous ici aussi. Ces marches citoyennes, libres et le blanc, spontanées, libres et spontanées, restent à ce jour énorme. On l'a refait. Ces marches citoyennes, libres et spontanées, restent à ce jour la plus importante manifestation mondiale jamais enregistrée. Des foules anonymes se sont réunies le même jour, dans un même élan, pour simplement dire non à la guerre, dire non à la dévastation et aux souffrances d'un peuple arabe, dire non au déploiement de forces mortifères. En 2003, nous autres terriens, nous battions le pavé à l'unisson et nous pensions sincèrement que tout était possible. La réalité nous a montré que cela n'a rien changé. Les bombes ont sifflé, les explosions ont retenti, les corps ont été éparpillés et les statues sont tombées. L'Irak a sombré et avec elle plusieurs centaines de milliers de victimes. Sur le plan du récit collectif, cette invasion a posé, a bêta-testé le modèle de la guerre préventive. Une doctrine basée sur une idée un peu étrange, celle du droit de pouvoir attaquer un pays par précaution. Deuxième blanc, mais ça va revenir. C'est pour faire monter le suspense. En l'état, ici, ce fut plutôt un mensonge savamment attisé. Une petite fake news de rien du tout, avec des flacons opaques, tenus par un homme politique américain de renom, et agités devant les caméras du monde entier. La mise en scène était parfaite, ces images ont permis de tout justifier. Sacrée leçon de réel politique. Ce jour-là, alors, j'ai compris que tous les citoyens du monde entier pouvaient toujours se réunir, cela n'arrêterait jamais les plans, les machinations de l'État profond, ni les engrenages du système de la finance apatride. Comment alors bloquer
leurs projets délétères si la volonté pacifique et démocratique d'une majorité de la population ne suffit pas. Ça fait plus de 20 ans que j'enquête sur l'ordre caché du monde. Cet ordre caché peut prendre plusieurs visages. Il y a celui des sciences prédictives, qui modélisent le chaos, calculent et multiplient les simulations. Il y a aussi l'école de la prospective, une indiscipline très française qui récolte les signaux faibles pour induire et générer des scénarios plus ou moins probables. Citons encore les collapsologues, qui combinent les études venant de différentes disciplines et en tirent des tendances systémiques, nous invitant à ralentir et à cultiver l'entraide pour amortir le choc des crises à venir. Passons sur le dessous des cartes géopolitiques et sur les réseaux odieux du crime organisé, des paradis fiscaux, des trafics d'influence et des délits d'initiés qui dessinent les dédales nauséabonds et secrets d'un monde sournoisement brutal où les privilèges des plus forts se troquent et s'achètent au gré du prix de la corruption des esprits et des êtres. Arrêtons-nous toutefois sur l'industrie des lobbies. L'incroyable pouvoir visible et manifeste des lobbies, des grands groupes. Problème de micro? C'est un complot. Alors, qu'est-ce qui se passe en coulisses sur le son? Vous m'entendez? Ça marche? Ok. Ça siffle un peu, mais au moins vous pouvez m'entendre. Ces multinationales qui façonnent en coulisses, à mon avis c'est un coup ça, qui façonnent en coulisses notre destin commun pour préserver leur intérêt particulier, immédiat et mortellement lucratif. Comment expliquer, par exemple, que la cigarette, les aliments ultra-transformés ou les pesticides fassent encore l'objet aujourd'hui de polémiques sur leur dangerosité? Ou que ces mêmes produits soient toujours en vente libre, ou presque? Citons peut-être cette carte des flux financiers, une étude publiée par une université néerlandaise en 2011, financée par le 7e programme cadre de l'Union européenne, qui a montré qu'un noyau dur de 147 sociétés détenait à elle seule 40% des richesses mondiales, à travers 43 000 multinationales cotées en bourse à l'échelle de la planète. Je dis bien 143 entreprises qui, directement ou indirectement, contrôlaient, il y a une quinzaine d'années, plus de 40% de l'économie mondiale. De mes années à Bruxelles auprès de Michel Rivasi, nous avons découvert en 2017 le phénomène de corporate capture que les ONG dénonçaient. La corporate capture, qui l'a déjà un peu entendu ce terme? Quelques-uns, j'ai vu des mains dans la pénombre. La corporate capture, c'est la capture des politiques publiques par de grands lobbies industriels qui, en tenant l'agenda ou le stylo des législateurs, s'assurent ainsi que les lois ne changeront rien à l'origine de leurs profits, fondés sur la vente de produits toxiques ou sur des marchés de rente qui siphonnent l'argent public. La capture des politiques publiques est devenue aujourd'hui la capture des institutions publiques. On a changé d'échelle, avec cette fois des élus arrivés au pouvoir, mais issus des mêmes groupes, directement, de lobby ou en situation de conflit d'intérêts. Je pense, par exemple, au hasard, à la loi Duplon, portée par un ex-responsable local de la FNSEA. Pas de nom, enfin c'est le nom de la loi, mais bon, pas de nom. Un ancien banquier spécialiste des fusions-acquisitions, devenu président français. Un président américain qui continue de diriger ses affaires en même temps qu'il dirige la première puissance mondiale. Et si tout cela ne suffisait pas, rassurez-vous, nous avons encore les tribunaux d'arbitrage. Un dispositif prévu au sein des règles du commerce international qui donne le droit aux entreprises privées d'attaquer des États pour briser des lois qui leur déplairaient au simple motif qu'elles pourraient nuire à leurs affaires.
Magnifique. Quel pouvoir nous reste-t-il alors à nous, les petites gens, dans ce monde qui nous dépasse? On y vient. On verra tout à l'heure. Gouverner, c'est prévoir, nous dit justement depuis 1852 le français Émile de Girardin dans son essai sur la politique universelle. De tout temps, les dirigeants ont voulu se mettre le futur dans la poche. De là, les sacrifices pour lire les augures, les princes qui consultaient les astres ou les médiums. Ainsi, aujourd'hui, s'impose la course à la puissance des supercalculateurs, toujours plus rapides, ou la fuite en avant du trading haute fréquence, et ces logiciels boursiers hyper fugaces et réactifs au millionième de seconde. Tout le temps, la prime fut au coup d'avance, au plus rapide et au maître des horloges. Après la mer, le ciel ou le cyber, le temps est donc devenu de facto un théâtre d'opérations quasi maniaques. Et la colonisation du futur, un objectif stratégique pour quiconque veut asseoir son pouvoir durablement. C'est clair, l'emprise du présent ne leur suffit plus. Les puissants veulent assujettir le futur. Pensez aux guerres annoncées, aux promesses de Big Pharma et du transhumanisme, aux livres blancs de McKinsey et compagnie qui nous esquissent des futurs millimétrés, à l'horizon tout-puissant des éoliennes, des voitures électriques autonomes, des drones à tout faire, à l'avènement attendu du capitalisme de surveillance et de l'Internet des objets. La 5G, les mégabassines, les OGM, accolés à l'héritage des contaminations radioactives, l'épidémie des cancers, la montée des foie gras, les polluants plastiques éternels, l'asphyxie croissante des océans et les fumées des gigafeux qui grandissent. Sommes-nous réellement condamnés à ces destins funestes et prisonniers de ces visions écrites d'avance? À quoi va ressembler notre monde demain? Dans 6 mois, 2 ans, 5 ans, ou en 2035, dans 10 ans, ou dans 25 ans, en 2050, pour le 50e anniversaire de Nexus. Depuis la nuit des temps, les sociétés humaines se construisent autour de croyances, d'idéaux et de prédictions. Mais lorsqu'une idée, même infondée, est répétée et intériorisée, elle peut modifier notre façon d'agir, jusqu'à créer les conditions mêmes de sa véracité. On parle alors de prophétie autoréalisatrice, une notion décrite dès 1948 par le sociologue américain Robert Merton. Ce phénomène où une simple croyance finit par provoquer sa propre réalisation influence en cachette nos comportements individuels et collectifs. L'effet placebo en médecine, l'effet Pygmalion en sport ou en éducation sont des facettes positives de ce mécanisme psychosocial d'induction du réel que l'on retrouve aussi dans le champ de l'économie et bien sûr de la politique. Car ce process, bien qu'il paraisse involontaire ou largement inconscient, s'avère aussi un puissant outil de manipulation des consciences. Des figures d'autorité, qu'elles soient politiques, médiatiques ou religieuses, peuvent propager des discours d'alerte, non pour avertir, mais pour orienter les comportements dans une direction déterminée. En affirmant par exemple qu'un groupe est dangereux ou un conflit inévitable, on alimente la peur, la méfiance, l'hostilité. Le danger inventé, l'ennemi désigné devient finalement réel parce qu'on agit comme s'il l'était. Cette stratégie du pompier pyromane transforme l'anticipation en instrument de pouvoir et de domination des esprits, en orientant le futur par le simple contrôle des récits. Il est donc crucial d'apprendre à interroger les prédictions qui façonnent notre vision du monde. Quelles sont leurs sources? Quels intérêts servent-elles? Les médias, les masses médias et les chaînes d'infos en continu en particulier, par leur pouvoir d'affichage, de mise en avant et de banales répétitions à longueur de journée, ont une redoutable responsabilité dans la concrétisation de ces prophéties fantasmées. Une société libre ne peut se construire que sur ces illusions dirigées. Elle réclame un esprit souverain, capable de distinguer l'intérêt général de la manipulation insidieuse. Car lorsque nous cessons de penser par nous-mêmes, nous ne faisons plus que réaliser les prophéties d'autrui.
au détriment de notre propre avenir. Alors, face au rouleau compresseur des informations tapageuses et bien orchestrées, face aux envoûtements subtils des injonctions distillées au gré des mots et des images, des médias sous contrôle, il est donc urgent de rallumer les étoiles et de cultiver en nous les graines d'autres récits nourriciers, émancipateurs, aimants, fraternels et bienveillants. Ainsi, à vous, ici présents, je vous propose maintenant d'aller semer ensemble ces graines de futur qui nous libèrent. Ce voyage imaginaire vers l'avenir va commencer, je vous y invite, en fermant les yeux. Mettez l'une de vos mains à plat sur votre cœur, fermez les yeux. Prenez de grandes inspirations, la main sur le cœur, laissez l'air sortir complètement, lentement. Le bruit des bottes et des orages s'estompe et les années commencent à défiler. Le futur accourt à votre appel. 2030, 2040, inspirez doucement. Expirez tendrement. Les années défilent, le compteur s'arrête. Nous voici 25 ans devant nous en 2050. Malgré vos yeux fermés, vous vous voyez quelque part où vous êtes bien, quelque part où le sourire monte. Qu'est-ce qui émerge? C'est vous qui savez. Il y a tellement d'endroits qui nous tendent la main. C'est peut-être la terrasse d'un café ou un paysage verdoyant. C'est peut-être un jardin avec des fleurs vibrantes de beauté et de couleurs. Ou bien l'entrée d'un bois avec un arbre majestueux qui sent bon la forêt primordiale. Qui sait? C'est peut-être un coin de ciel bleu ou d'un bord de mer avec le bruit des vagues glissant sur le sable et les galets. Regardez, contemplez, inspirez. Respirez toujours sereinement, totalement, légèrement. Au milieu de la scène apparaît un groupe d'enfants joyeux, entourés d'adultes. C'est une classe d'école buissonnière. Que font-ils? Est-ce que les enfants écrivent, dessinent, sourient, se montrent leurs trouvailles? L'air est comme léger, apaisé, avec des insectes qui volettent. Que sentez-vous sur votre peau ou au bout de vos doigts? Est-ce la tiédeur du soleil? La langueur d'un monde qui se répare? Captez-vous peut-être un fin courant d'air ou le souffle des éclats de rire des enfants insouciants? La fraîcheur d'un ruisseau qui s'éclabousse et tourbillonne? La tendresse de l'éternel vivre ensemble? Les yeux fermés, la main sur le cœur, vous devinez maintenant les hauteurs d'une ville au loin. C'est vous qui la voyez. On y distingue des immeubles en construction. La cité bruise de vie, mais l'atmosphère est dégagée. Les véhicules, les bus, les autos agiles se faufilent en douceur. Dans les rues, les gens se sourient. Cette foule cosmopolite se croise, se salue, converse devant tel édifice ou tel autre, où se déploie en grand l'affiche du 320e numéro de Nexus, le numéro du 50e anniversaire. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi le sommaire? Il est question de justice restaurative, des emplois créés par l'agriculture symbiotique, d'une symphonie animale associant dauphins, cigales et humains, de l'éducation à la paix dans des quartiers oubliés, et aussi de chantiers collaboratifs pour recycler les derniers restes des pollutions du passé. Ces fragments d'instant, ils vous appartiennent. Vous pouvez vous appuyer sur eux pour vous nourrir, pour qu'ils vous donnent du courage, pour qu'ils vous donnent de cette solidité, de cette robustesse dont nous avons besoin dans le passé. Notre voyage se termine doucement. Je vois un monde désirable, heureux et satisfait, un monde libre,
confiant et aidant, qui brille de lumière et irradie l'amour et l'espoir. Il est temps de revenir ici, respirer encore une fois. Revenez ici, à présent. Gardez en vous le goût et la sensation soyeuse de ce voyage vers demain. Savourez cette force tranquille, si évidente, qui court encore dans vos chairs et qui est là, pas loin devant nous. Ce futur commun est à notre portée. Cultivez cette expérience comme un baobab qui grandirait en vous, irréductible, jusqu'à s'imposer incontournable. Demain est déjà là. Plus il sera incarné et plus il devient inévitable. Notre futur vous remercie infiniment de votre attention, de votre présence et de votre activisme subtil. Merci. Merci. Merci, cher Charles Maxence. Ouais, On a fait pareil. Ouais. Merci beaucoup. Tu as dépassé, mais ça valait le coup. On était là en train de se dire, il y a 5 minutes de plus, mais tu nous as fait voyager. Et je voulais te demander très rapidement, pourquoi est-ce que tu avais choisi d'intervenir sur ce thème ce soir? Ça fait plusieurs années que je travaille sur la colonisation du futur, sur la façon dont, en fait, des grandes entreprises, des forces en présence, nous bombardent d'informations concernant l'état du monde en 2030, les innovations high-tech pour 2035, etc., etc. Et en fait, tout ça, ça vient encombrer notre capacité à penser par nous-mêmes les choses, ou en tout cas à penser qu'un autre futur est possible. Et il est très probable, dans la manière dont les choses se déroulent, qu'en tout cas, enfin, il serait complètement maladroit, il serait complètement dangereux que nous nous laissions prendre à ce piège qui nous est tendu, à ces faux miroirs qui nous sont amenés, et nous devons aussi retrouver notre pouvoir de penser le futur. C'est pas simplement qu'une histoire de récit, c'est le fait que, en fait, du point de vue des sciences nouvelles ou des sciences subtiles, en gros, ce que vous avez pensé ou les graines que nous avons posées, qui sont les vôtres, correspondent à des attracteurs étranges qui augmentent la probabilité de la survenue de certains futurs. Donc autour de nous, les forces en présence savent parfaitement jouer avec cela. À nous de nous approprier ce pouvoir, de l'exercer à notre bénéfice. Merci. Merci infiniment. Merci Charles Maxence.